Bonjour, nous sommes le jeudi 27 février 2025. Nous allons parler un petit peu de la France et de sa situation actuellement. Et juste un peu avant de rentrer dans l'actualité, dans le vif du sujet, je voudrais informer ceux qui nous suivent que le 16 janvier dernier, j'ai été invité par le Dialogue franco-russe pour une interview. Et cette interview, j'ai trouvé qu'elle était assez bien réussie. Et donc, j'invite ceux qui nous suivent à aller sur la chaîne Dialogue franco-russe, regarder cette interview qui est actuellement à 97 000 vues. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Ça peut être, je pense, intéressant. Alors, on va parler, bien sûr, du choix de Trump par les PAC. Vous savez, au moment de l'élection, j'avais expliqué, je vais d'ailleurs revenir sur ce livre que j'ai écrit en 2022, et donc sur lequel, je pense, il faut bien comprendre qu'il y a 25% de ce livre qui concerne la protection civile, comment se protéger, comment protéger sa famille dans le cas où une guerre nucléaire éclaterait en Europe. Mais 75% de ce livre, c'est de la géopolitique et de la géostratégie, avec des explications qui permettent à ceux qui ne sont pas forcément impliqués dans le suivi de toute l'évolution géopolitique du monde dans lequel nous vivons, de s'informer, de comprendre beaucoup de choses. Je vais juste lire un petit passage qui est intéressant parce que j'ai été invité à plusieurs reprises pour différentes émissions, notamment par la chaîne Géopolitique Profonde. J'ai fait une émission qui a suscité beaucoup d'intérêt le 6 mai 2024, et puis une autre le 10 juin 2024, dans laquelle je révélais le développement de l'arme nucléaire en Israël, comment tout ce développement s'est effectué avec l'aide du gouvernement français de l'époque, le gouvernement de 1956, Guy Mollet, et ensuite la construction de la centrale nucléaire de Dimona en Israël par 1500 ingénieurs et techniciens français, tout ça dans le plus grand secret, bien sûr, et puis surtout, après, toute la campagne d'essais qui va durer une trentaine d'années, où la France va faire les essais nucléaires pour Israël. Alors, on ne peut pas comprendre, si vous voulez, la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient si on ignore que Israël est à la tête d'un arsenal nucléaire phénoménal, environ 360 têtes nucléaires, plus que la France. Donc ça, il faut quand même être conscient que beaucoup de journalistes en France ignorent ou font semblant d'ignorer que Israël possède cet arsenal nucléaire et qu'il est prêt à l'utiliser dans 4 conditions. Ces conditions ont été écrites à l'époque par le gouvernement de Shimon Peres, et donc les choses sont très claires. Si l'existence d'Israël serait menacée, Israël utilisera ses armes nucléaires. Alors, j'ai fait déjà, sur les vidéos précédentes, j'ai expliqué une partie des essais, je les ai fait figurer avec les dates, les puissances, les conditions dans lesquelles elles ont été faites. Et donc, Israël s'est principalement orienté vers des explosions à basse altitude lors des essais que nous avons effectuer pour eux à Moruroa, et notamment avec des essais en ballon dont les explosions se produisent à 600 mètres d'altitude. Pour des essais, c'est suffisant. Encore qu'il y a eu des explosions de forte puissance qui ont été peut-être explosées à 900 mètres. Et
Donc, c'est pourquoi beaucoup d'essais à basse altitude, parce que, comme je l'ai expliqué déjà, eh bien, les explosions à basse altitude ne génèrent pas de retombées radioactives. Et donc, on n'est pas ce sont les explosions au sol pour détruire des installations militaires qui, elles, provoquent des retombées radioactives très importantes. Donc, il est certain que tout près d'Israël, des pays pourraient être bombardés avec des bombes thermonucléaires, comme par exemple, à l'époque, il y avait Damas qui aurait pu être ciblé. Maintenant, Damas n'existe pratiquement plus. Enfin, c'est un pays qui est ravagé. Mais par contre, si les Turcs menaçaient l'existence même d'Israël, là, pour moi, il ne fait aucun doute que Istanbul, Ankara, disparaîtraient sous 2 ou 3 explosions au-dessus de chacune de ces villes. Alors, avec ces explosions à basse altitude, Israël ne risquerait pas d'avoir des retombées radioactives sur son territoire. Et en ce qui concerne l'Égypte, vous savez, je l'ai dit récemment, l'Égypte a amassé des milliers de chars d'assaut à la frontière, pas très loin de la frontière d'Israël. Ils sont prêts à intervenir en Israël si il y avait des expulsions des Palestiniens dans le territoire de Gaza. Et donc, les militaires égyptiens estiment qu'ils sont à moins d'une journée de Tel Aviv. Donc là, si ce mouvement a lieu, il faut s'attendre à ce type de réaction de la part d'Israël. En ce qui nous concerne, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la sécurité de la population civile française. Il n'y aura pas de retombées. Et puis, il est rare que les vents nous emmènent depuis la Méditerranée, enfin tout du moins depuis l'Égypte, des vents qui arriveraient jusque chez nous. Je vais juste vous lire un petit extrait pour vous faire voir quand même l'intérêt de ce livre qui a été écrit, je le rappelle, en 2022. Alors, je parle, bien sûr, je dévoile toute cette affaire de la construction de la centrale nucléaire de Dimona en Israël par les équipes, par des techniciens et des ingénieurs français. Et donc, je vais juste vous lire une page pour faire voir la précision de ce que je disais à l'époque. Donc, alors, cette page reprend la collaboration entre la France et Israël s'est poursuivie jusque dans les essais nucléaires, d'abord effectués au Sahara algérien, à l'époque où la France dirigeait encore cette région, jusqu'en 1962, puis les essais se sont poursuivis à Mururoa, en Polynésie française. Une chose importante à observer, tous les pays qui ont développé l'arme nucléaire ont tous, sans exception, procédé à des essais, soit aériens, soit souterrains. Les États-Unis, l'Union soviétique, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Angleterre, la Chine et la France. Tous, sauf Israël. Impossible de produire des têtes nucléaires sans effectuer de nombreux essais qui sont nécessaires à leur mise au point. C'est donc la France qui a effectué ces essais nucléaires pour Israël, et cela dans le plus grand secret. On peut estimer qu'Israël produit environ 6 têtes nucléaires par an depuis les années 60 et aujourd'hui est en possession de plus de 350 têtes nucléaires. Avec un tel arsenal, Israël tient tous ses voisins en respect. Dans le cas où son existence serait menacée, elle utilisera son arsenal nucléaire. Alors, je vais passer à la page suivante. Vous allez voir, c'est intéressant. J'écris « En 2024, on est donc en 2022, il est probable que Donald Trump sera réélu président des États-Unis et on connaît son soutien inconditionnel pour Israël. Dès le début de l'année 2025, les Israéliens pourraient décider de détruire les installations susceptibles de fabriquer l'arme nucléaire en Iran, sachant qu'ils auront le soutien inconditionnel de Donald Trump. » Donc, voilà, j'encourage donc ceux qui nous regardent
à se procurer ce livre parce qu'il y a beaucoup d'autres informations et qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Alors, on va revenir sur le choix de l'EPAC qui s'est porté sur Trump. Il faut dire que, si vous vous souvenez, début novembre, même, on va dire même vers la fin du mois d'octobre, les journalistes français et les journalistes américains nous disaient que les élections allaient être très serrées. On ne savait pas si ce serait donc la candidate démocrate ou si ce serait Donald Trump qui serait élu. Bon, tout ça, bien sûr, c'est du pipeau. En ce qui me concerne, dès 2022, j'avais expliqué pourquoi Donald Trump serait réélu, tout simplement parce que la montée en puissance de l'Iran représentait un danger pour l'existence même d'Israël, et donc Netanyahou l'a déclaré récemment, il n'y a jamais eu aucun président aux États-Unis qui soit plus favorable à Israël que Donald Trump. Donc, on ne peut pas mieux faire. Et donc, ce qui compte surtout, je l'avais aussi dit dans une autre vidéo, c'est la composition de son équipe. Son équipe est vraiment des ultra-sionistes, extrémistes, on peut dire, et donc il faut s'attendre à une situation qui va vraisemblablement se dégrader. Pour moi, entre le 10 mars et le 20 mars, il va y avoir quelque chose. Alors, soit, il y a deux cas de figure, soit ils réussissent à convaincre des chefs d'État pour déporter toute la population civile palestinienne du territoire de Gaza. À ce moment-là, il pourrait y avoir effectivement des réactions de la part de l'Égypte et de la Turquie, auquel cas il y aurait l'enchaînement. Ou bien ils vont estimer qu'il vaut mieux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire détruire les installations nucléaires de l'Iran. Dans les deux cas de figure, la situation va être très tendue et je pense qu'en ce moment, ils sont en train de se préparer. Et il y a eu récemment un général américain qui a expliqué lors d'une conférence que les États-Unis disposaient seulement de 2 semaines de missiles s'ils procédaient à une attaque de l'Iran. Et donc, une fois ce stock épuisé, eh bien, il a déclaré qu'il faudra envisager de passer au nucléaire. Voilà. Ça, ce sont des déclarations officielles qui ont été rendues en public. Alors, on va donc se retrouver dans cette situation, et j'avais dit qu'il y avait une probabilité, vous savez, de 8 sur 10 qu'une guerre éclate une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, et la période la plus favorable, ce serait le mois de février. Alors, bien sûr, maintenant, on peut considérer que on est rentré dans cette proportion des 20%. Moi, en ce qui me concerne, je misais sur cette possibilité. Quand beaucoup de personnes jouent à la loterie en ayant une chance sur 10 000 de gagner, là, nous avions 20% de chance que ça n'arrive pas. Donc, c'est pas négligeable. Et en ce qui me concerne, j'ai parié sur cette possibilité. Eh bien, on voit effectivement que l'arrivée de Trump va diminuer ce risque en ce qui concerne la guerre en Europe qui se déroule actuellement en Ukraine. Alors, il faut bien aussi regarder ce qui se passe de ce côté-là, et c'est pour ça que ça me renforce dans l'idée que Trump et toute son équipe ont décidé de faire l'impasse sur la défense du territoire de l'Ukraine pour se consacrer entièrement à la tentative de destruction de l'Iran. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez le secrétaire à la Défense, Peter Hegseth, qui a déclaré publiquement dans des conférences de presse
qu'il fallait arrêter la guerre en Ukraine et surtout qu'ils allaient rencontrer les Russes et déjà d'emblée, ils proposaient les concessions qu'ils étaient prêts à faire. Ce qui est très rare parce qu'habituellement, quand on rentre dans une négociation diplomatique, on ne va pas dire ce qu'on veut offrir à l'autre. On va essayer, au contraire, de conserver certaines positions pour petit à petit lâcher du lest et donner l'impression qu'au cours des négociations, eh bien, on accorde un peu plus et encore un peu plus. Là, d'entrée, ils ont dit les territoires acquis par les combats par la Russie seront conservés. Donc ça, c'est déjà une concession énorme. Deuxième chose qui était absolument improbable à l'époque de l'administration Biden, c'est qu'il a déclaré officiellement l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Et donc là, c'était la condition de base que les Russes mettaient pour éventuellement discuter de la fin de l'arrêt des combats. Et donc là, d'entrée, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Voilà. Et alors, on a aussi, alors donc tout ça, toutes ces concessions, c'est tout simplement pour se libérer, si vous voulez, de toutes des moyens qu'ils pourraient mettre en direction de l'Ukraine pour les consacrer en direction de l'Iran. Alors, on avait, il y a quelque temps, on était informé que la Russie a signé un accord important avec l'Iran. Alors, depuis, on a su un peu les détails de cet accord et contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il n'y a pas d'accord de défense réciproque signé entre la Russie et l'Iran. Ce sont principalement des accords qui portent sur des échanges commerciaux et donc également, en ce qui concerne la défense, il y a un article qui précise le cadre de l'engagement de chaque pays. Et cet engagement se limite en fait à ce que si la Russie est attaquée par un autre pays, eh bien, l'Iran ne fournira pas de matériel ou d'assistance à ce pays qui serait en guerre contre la Russie. Et la réciproque existe. Si l'Iran est attaqué, par exemple, par Israël et les États-Unis, eh bien, la Russie, son obligation sera de ne pas fournir de matériel ou d'assistance aux États-Unis et à Israël. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'engagement de défense automatique comme cela se faisait jusqu'à présent dans les accords des pays qui étaient membres de l'OTAN. Alors, vous savez également que Trump voudrait se désengager vis-à-vis de l'Europe. Pour nous, ça serait une excellente chose s'il pouvait évacuer les bases militaires qui sont installées actuellement en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, ces bases représentent un danger mortel pour la population civile française. Ce sont déjà des cibles pour les militaires russes. Il y a sans aucun doute des missiles qui sont programmés pour détruire des bases en Allemagne et en Belgique, en Angleterre et en Hollande. Et donc, comme la destruction d'installations militaires se fait au sol, les retombées radioactives seront énormes pour notre territoire. Et donc, la meilleure chose qui pourrait arriver pour notre pays, c'est que Donald Trump décide de démonter et de retirer toutes les bases de l'OTAN qu'il a en Europe. En ce qui nous concerne, nous avons tout intérêt à sortir de l'OTAN. C'est Sarkozy qui nous a fait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, comme je l'ai dit dans le petit préambule qui a défilé tout à l'heure, sans aucune consultation ni du Parlement, ni de la population française. Et donc, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Nous étions dans l'OTAN, mais pas dans le commandement intégré. On avait encore une certaine indépendance. Maintenant, les ordres seront donnés par les généraux américains.
Donc il faut que la France sorte de l'OTAN et il faut que nos dirigeants arrêtent de prendre des mauvaises décisions. Parce que vouloir passer le budget de la défense de 1% à 5%, c'est une pure folie. Cela ne servirait d'ailleurs absolument à rien. Je l'ai déjà expliqué dans une émission sur géopolitique profonde. Ce n'est pas l'Allemagne a décidé de doubler son budget de défense. Elle peut le tripler ou le multiplier par 4. Ça ne changera rien. L'Europe de la défense a actuellement eu environ 30 ans de retard sur la Russie au niveau de l'équipement, du matériel. Donc, il faudrait donc travailler pendant 30 années, c'est-à-dire que des entreprises spécifiquement dédiées à la recherche, au développement et la fabrication de ces matériels travaillent pendant 30 ans pour arriver au niveau qu'est actuellement la Russie en 2025. Mais dans 30 ans, il est évident que les Russes auront continué à faire des progrès. Donc, c'est une course qui est perdue d'avance. Il ne faut surtout pas s'engager dans cette folie de vouloir à tout prix fabriquer du matériel militaire pour assurer notre défense. La solution, elle est ailleurs, elle est bien plus intelligente. Il faut rétablir des relations diplomatiques avec la Russie. Il faut rétablir un climat de confiance, ce qui ne va pas être une mince affaire, et aussi rétablir des relations commerciales avec la Russie. La France a tout à gagner en ayant de bonnes relations et des relations commerciales avec la Russie, ce que nous avions avant l'arrivée de François Hollande, qui lui a réussi à nous faire perdre un contrat qui était très intéressant avec la construction des deux avions qui étaient des porte-hélicoptères, où on avait démonté tout le matériel pour le mettre aux normes russes avec tous les caractères cyrilliques pour expliquer dans tous les tableaux comment il fallait utiliser le matériel. Ça avait coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et puis ensuite, pour une histoire qui n'avait aucun intérêt, il a décidé, pour une histoire à nouveau, de mettre la Russie sous embargo et donc de vendre, entre guillemets, ces deux bateaux à l'Égypte. Et j'aimerais bien que la Cour des comptes nous explique comment ces deux bateaux, qui valaient quand même plusieurs, je crois, milliards d'euros, ont été payés à la France. J'ai pas l'impression qu'on va trouver beaucoup de traces de transferts bancaires sur cette situation. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre que notre intérêt n'est pas d'aller vers la confrontation avec la Russie. La Russie peut nous apporter beaucoup au niveau de l'énergie. C'est un pays avec lequel on doit avoir des relations amicales et notre principal ennemi, je vous le dis, ce sont les États-Unis qui sont dirigés par le lobby de la finance et qui ont profité de l'OTAN pour vendre à toute l'Union européenne du matériel souvent qui n'était pas de meilleure qualité à des prix qui sont 3 ou 4 fois le prix de ce que ça coûte aux États-Unis. Donc, il y a là-dessus quelque chose de scandaleux qu'il faudrait un jour étudier. La Norvège a fait récemment l'achat d'un nouveau modèle d'avion qui s'avère être quelque chose, un investissement complètement foireux, on peut dire. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, a été abusée par ce type de vente de matériel. Ils s'en rendent compte maintenant. Donc, voilà. Alors, on a donc, il faut, si on veut aller vers un progrès, il faut redresser notre pays et bien sûr sortir de l'OTAN et aussi sortir de l'Union européenne, retrouver la maîtrise de nos frontières et réinvestir dans l'industrie en France. C'est l'industrie qui est la locomotive de notre économie. Et surtout, ce qu'il ne faudrait pas, et ça malheureusement je pense qu'on est en train de prendre cette direction, il faut absolument conserver nos terres agricoles en France. Vous savez qu'en Ukraine, 50% des terres agricoles appartiennent maintenant
à des sociétés d'investissement anglaises. Ils ont ils ont énormément investi, et c'est une des raisons aussi, non seulement ils ont investi dans les terres agricoles, mais dans d'autres domaines, les Anglais et les Américains, et c'était une des raisons qui a déclenché en fait cette guerre en Ukraine. Donc voilà, si vous voulez, pour résumer, ce qui est important, c'est qu'il faut que des partis politiques se mettent en campagne pour expliquer aux Français que notre intérêt, c'est de sortir de l'OTAN. Et le second intérêt, c'est de sortir de l'Union européenne. Alors, dans ce livre, j'explique également comment fonctionne tout le système de promotion politique, puisque le lobby de la finance possède tous les grands médias. Mais non seulement les grands médias, parce que ça, c'est une chose, mais il possède surtout toutes les agences publicitaires. Et là, j'ai expliqué par le détail comment les agences de publicité ont un droit de vie ou de mort sur les magazines, sur des radios, sur des chaînes de télévision. Le budget publicitaire représente un montant énorme et tout est concentré entre quelques agences. C'est un vrai scandale. Des grandes sociétés comme EDF, comme la Régie Renault, comme Peugeot, etc., tout un tas de sociétés qui sont connues, ont des services achats, services recherche, services des méthodes, services de livraison. Ils ont tout un tas de choses, sauf le service publicitaire. Le service publicité est toujours délégué à des agences qui se sont spécialisées dans ce domaine. Alors, à l'époque, la Régie Renault employait 110 000 salariés. Ils avaient tous les services ils étaient, bien sûr, ils faisaient les courses en Formule 1, etc. Et donc, ils avaient tout, sauf un service publicité. C'est un vrai scandale, c'est une vraie magouille. Et les services publicités ont, comme je le dis, la possibilité de concentrer non pas si les magazines étaient en contact direct avec Peugeot, avec Renault, avec EDF, etc., ils auraient probablement 500 ou 1000 clients qui passeraient des pages publicitaires. Eh bien, ils perdraient un client, ça serait pas la fin du monde. Là, ça n'est pas le cas. Ils ont 4 ou 5 agences de publicité qui regroupent des centaines de clients. Et là, il suffit, quand par exemple CNews a invité Zemmour tous les soirs sur sa chaîne, eh bien là, on a retiré la publicité de CNews. C'est-à-dire que 2 ou 3 agences ont la capacité Il a fallu beaucoup de temps pour remonter tout ça. C'est un vrai scandale. J'explique tout ça dans ce livre et il y a bien d'autres choses qui sont expliquées. Et donc, je pense que, si vous voulez, le point important dans cette petite vidéo, si on pouvait faire avancer les choses en arrivant à décider des responsables politiques qu'il faut que l'intérêt de notre pays, c'est de sortir de l'OTAN, de ce commandement intégré et de l'OTAN, puis dans une deuxième étape de sortir de l'Union européenne afin de mettre la priorité sur les produits fabriqués en France et sur notre économie française et de maîtriser nos frontières et de ne pas se retrouver dans des situations avec des personnes terroristes qui sont fichées S et qui commettent des attentats sur notre territoire et que l'on ne peut même pas expulser parce que l'Union européenne nous en empêche. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. On fera une autre petite vidéo dans quelque temps quand la situation à Gaza ou en Iran va évoluer. Et je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Je vous dis, je suppose, la probabilité, je la situe entre le 10 et le 20 mars. Donc, ça n'est pas très loin et on pourra donner donc des informations quand les choses vont se dérouler. Encore une fois, c'est une probabilité. Vous savez, en matière de prévision, on ne peut être sûr de rien. On peut simplement, à partir d'éléments, estimer quel est le niveau de probabilité. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.